Bonjour. Nous voilà pour continuer notre révision avec un chapitre aujourd'hui, les intégrales de surface. Donc, on va commencer par les définitions. Alors, il y a plusieurs définitions pour une surface. Je vais donner 3. Une surface S de R3 peut être définie de différentes façons. Alors, d'abord, il y a la forme explicite. Donc, on a une fonction f définie d'un domaine D inclus dans R2 à valeur dans R. Alors, la surface S, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y, z lorsque x, y appartiennent à D et z est égal à f de x, y. Ça, c'est la forme explicite. La forme implicite, c'est une équation de la forme f de x, y, z égale à 0. F, une fonction, grand F, définie sur un volume E, inclus dans R3, et la surface, c'est l'ensemble des points x, y, z appartenant à E, tel que l'équation f de x, y, z est égale à 0. Alors, troisième forme, et c'est la forme qu'on va utiliser beaucoup dans cette révision, c'est la forme paramétrique. Alors, on suppose qu'on a une forme paramétrique G d'un domaine D inclus dans R2 à valeur dans R3 qui à UV fait correspondre G de UV, c'est un vecteur de R3, X défini par ses coordonnées X UV, Y UV, Z UV. Et S, c'est l'ensemble de ces vecteurs-là quand UV parcourt D. Exemple, alors l'exemple fondamental qu'on a ici, c'est la sphère. Si S est une sphère de centre l'origine et de rayon R, alors la forme paramétrique est G définie sur l'intervalle 0π, croix 0 de π, à valeur de la sphère, à θ phi, on fait correspondre les coordonnées sphériques. On a déjà vu dans le chapitre précédent ces formules-là. Alors, dans le cas de la sphère, on peut aussi définir la sphère par la forme implicite. C'est l'ensemble des x, y, z, tel que x carré plus y carré plus z carré est égal à l carré. Alors, voyons un petit dessin qui illustre les coordonnées sphériques. Donc la sphère, c'est l'ensemble des points dans l'espace dont les coordonnées sont θ, cet angle-là, et phi. Rho ici, c'est égal à R. Voilà. Alors, d'autres exemples, il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez trouver dans l'Internet qui portent des noms, catinoïdes, écoïdes, surface de Costa, etc. Alors, là, pourquoi je montre ces dessins-là? Parce que vous allez trouver dans l'Internet beaucoup de sites qui s'intéressent aux surfaces et dans lesquels il y a des collections de surfaces. Je vous invite à regarder ces dessins parce que il y a beaucoup de personnes qui collectionnent ce genre de choses et on a beaucoup de renseignements, d'informations sur ces surfaces. Une autre surface, aussi célèbre, encore une autre surface, la bouteille de Klein, qui a des propriétés très bizarres que vous pourrez trouver si ça vous intéresse dans l'Internet. Alors, maintenant, je passe à un cas particulier
c'est ce qu'on appelle les surfaces de révolution. Alors, c'est quoi une surface de révolution? Alors, on se donne une courbe T, on fait correspondre MT, définie par XT, 0, ZT. C'est une courbe qui est dans le plan X au Z. Alors, si on effectue une rotation de cette courbe autour de l'axe des OZ, la matrice de la rotation est comme ceci. Cos θ, moins sin θ, 0, sinus θ, cos θ, 0, et 0, 0, 1. Donc, les coordonnées de l'image du point MT par la rotation d'angle θ sont, on applique la rotation au vecteur xt 0 zt, c'est-à-dire à la courbe, et on obtient une paramétrisation de notre surface. Alors la définition, une surface de révolution S est la partie de l'espace engendrée par la rotation d'une courbe paramétrée plane autour d'un axe delta. Ici, c'est l'axe OZ. Alors, la surface S, c'est la réunion de tous les θ appartenant à 0 de pi. Je peux me contenter d'un angle alpha, je ne suis pas obligé de parcourir tout l'intervalle 0 de pi de cet état. Alors, la représentation d'une surface, la représentation paramétrique d'une surface de révolution, il est donné par t θ, x de t, cos θ, x de t, sin θ, zt. Pourquoi il est intéressant de donner ces définitions-là? Parce que l'un des problèmes fondamentaux en théorie de surface, c'est de trouver une bonne paramétrisation qui permet de faire des calculs d'intégrale qui nous intéressent dans ce chapitre. Alors, juste un petit dessin pour montrer cette surface-là. Donc, on a le plan OX, Z, et on a une courbe, on va dire, comme ça, une courbe, comme ça par exemple. Et puis, alors, quand vous effectuez une rotation de cette courbe-là, vous obtenez donc on obtient une surface dans l'espace qui est paramétrée par ces équations, ce système-là. Alors, les surfaces de révolution sont très importantes dans la pratique, parce que d'abord, des paramétrisations sont simples à obtenir à partir d'une courbe. Et disons que dans l'industrie, on utilise beaucoup de surfaces de révolution, et vous pouvez vous-même trouver beaucoup d'objets de la vie courante qui sont en fait des surfaces de révolution. Alors, cette paramétrisation, il est simple à programmer. Disons, dans une machine, par exemple, si on veut obtenir une surface de révolution, il suffit de connaître la courbe x de t, zt, et puis les rotations, on a les équations, et puis on a la paramétrisation. Voilà. Alors, un exemple, ici, vous avez un paraboloïde, donc étant donné une parabole, ici, dans le plan OXZ, on l'a fait tourner autour de l'axe OZ, et on obtient ce qu'on appelle les paraboloïdes de révolution. D'autres exemples, par exemple le tor, ici l'axe de rotation c'est l'axe OY,
Le tore, c'est rien d'autre que la courbe. La plus simple, c'est le cercle qu'on fait tourner autour d'un axe. On obtient le tore. L'hyperboloïde, on a une hyperbole ici qu'on fait tourner autour de l'axe des z. Voilà. Maintenant, je vais passer au cœur de ce chapitre, c'est les intégrales de surface. Pour cela, j'ai besoin d'une notion que vous avez déjà vue dans les cours de géométrie, le produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel, on se donne deux vecteurs, A et B, avec leurs coordonnées. A, c'est x1, y1, z1. B, c'est x2, y2, z2. Alors, le produit vectoriel, qu'on note comme ça, A, produit vectoriel B, c'est défini par y1, z2, moins y2, z1, z1, x2, moins x1, z2, x1, y2, moins x2, y1. Alors, ce produit vectoriel, il possède quelques propriétés. D'abord, c'est un vecteur orthogonal au vecteur A et B. D'accord? Deuxièmement, la norme de ce produit vectoriel, c'est égal à la norme de A, la norme de B moins C. Ici, c'est la projection de B sur la droite engendrée par A et BC. Et BC est orthogonal à A. Alors, je vais faire un petit dessin pour illustrer cette propriété parce qu'il joue un rôle important. Donc, on a un vecteur A et ça c'est B. Donc, la somme ici A plus B et ici la projection orthogonale de B sur l'axe OA, C. Et donc, le produit vectoriel, c'est un vecteur qui sort du plan. Ici, il est perpendiculaire au plan qui est là, au plan contenant A et B. Et sa norme, en fait, c'est exactement la norme de A fois BC. Alors, la norme de A, c'est ça. Donc, c'est cette distance-là. Et la norme de BC, c'est ça. Donc on voit très bien que la norme de A, produit vectoriel B, c'est exactement l'aire de ce parallélogramme qui est là, qui est construit sur OAB, A plus B. Parce que l'aire ici, c'est l'aire qui est là, et donc on voit par l'aire d'un rectangle que c'est l'aire, la norme, disons, la norme de A, produit vectoriel B, c'est l'aire du parallélogramme du côté A et B. Cette remarque, il est derrière la notion d'aire qu'on va présenter ici. Alors, maintenant, on va donner les idées de base qui définissent l'aire d'une surface. Alors, l'idée de base est la même pour les intégrales curviligne. D'accord? Mais au lieu d'intégrer sur un arc de courbe, maintenant, on a une surface. Alors, par une intégrale de surface, on va calculer l'aire d'une surface, par exemple l'aire d'une sphère, ou le flux d'un champ de vecteurs à travers une surface. On va voir ce que c'est. Alors, on considère D une partie carrable de R2 et G une fonction de classe C1 sur D ou sur un ouvert de R2 contenant D. S, la surface paramétrée par G. Alors, donc, encore un dessin. Donc, je suis dans l'espace. J'ai un ensemble T et j'ai une surface, ici si vous voulez, qui a à chaque UV
un point UV va faire correspondre un point, on va dire, défini par UV et G de UV. Ce point G de UV, c'est cette application qui a UV fait correspondre ici G de UV, dont les coordonnées sont données par la paramétrisation XUV, YUV, ZUV. Donc, pour U fixé, on a deux vecteurs tangents. Par exemple, ici, on va tracer une ligne curviligne. On a le vecteur orthogonal qui est la dérivée de G par rapport à U, et on a de façon perpendiculaire la dérivée de G par rapport à V. Donc, le vecteur MUV, défini par le produit vectoriel de G par rapport à U avec G par rapport à V, ce vecteur est un vecteur, s'il est non nul, il est normal à cette surface dans l'espace. Et de plus, sa norme, la norme de ce vecteur, c'est exactement l'aire du parallélogramme construit sur les deux vecteurs qui sont là. Donc la notion de surface, la notion d'aire de la surface paramétrée par GUV avec UV appartenant à T vient de la considération suivante. La surface qui est là peut être fractionnée en un nombre fini de parties associées à des petits rectangles ici, des petits rectangles UI plus 1, 3VJ, VJ plus 1, du plan paramétré par UV. L'aire de la portion qui est là, de surface correspondant à RJ, sera approximativement approchée par l'aire d'un rectangle de côté GUI VJ plus 1 moins GUI VJ, qui est voisin par le développement limité à l'ordre 1 de la dérivée de G par rapport à V, UI VJ, que multiplie le côté VJ plus 1 moins VJ. De même, pour la coordonnée UI, G de UI plus 1 VJ moins G de UI VJ est approximativement égal à la dérivée de G au point U de UI VJ que multiplie UI plus 1 moins UI. Donc, l'aire de S peut être approchée par la somme finie ici, parce que on a une somme finie de la norme de ce vecteur-là, la norme de G, de la dérivée partielle de G par rapport à U, produit vectoriel de G par rapport à V, UI plus 1 moins UI, que multiplie VJ plus 1 moins VJ. Alors, comme pour le cas du coût, pour le cas d'une intégration de surface, on n'a qu'à faire tendre le nombre de partages à l'infini, c'est-à-dire le fractionnement à l'infini, et passer à la limite. Donc, l'élément d'air ici, c'est cet élément-là avec des éléments DU, DV. Au lieu de UI plus 1 moins UI, à l'infini, quand n tend vers l'infini, on a dA est égal à la norme du produit vectoriel du vecteur dérivée partielle de G par rapport à U avec la dérivée partielle de G par rapport à V, DU, DV. C'est ce qu'on appelle l'élément d'air. Alors, l'aire de la surface, l'aire de S, c'est ce qu'on note l'intégrale sur S ds, c'est rien d'autre que l'intégrale double sur D, ici, dA, et qui est par définition, dA c'est ça,
c'est l'intégrale double de la norme de la dérivée partielle de G par rapport à U, produit vectoriel, la dérivée partielle de G par rapport à V, du dV. C'est cette formule-là qui va nous servir pour calculer la norme, l'aire d'une surface. Alors ici, ça c'est une intégrale double. On a déjà vu des intégrales doubles dans le plan, parce que B il est inclus dans un plan. Et donc on calcule l'aire d'une surface S, qui est une surface dans l'espace à 3 dimensions, par une intégrale double. Voyons un exemple. Alors, soit S une partie du cône définie par ceci. S, c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, z carré égale à x carré plus y carré, et z compris entre une valeur A et une valeur B. Alors la question, calculer l'aire de S. Donc, l'aire de S, il est donné par une intégrale, on vient de le voir, l'intégrale sur S ds, qui est l'intégrale double sur D dA, à condition de trouver une paramétrisation de D. Alors, une paramétrisation, c'est qu'on va voir que cet ensemble qu'on vient de définir, c'est rien d'autre qu'une surface de révolution. Donc je reviens à mon ensemble qui est là et je regarde ce que c'est. Donc dans l'axe O X, dans l'axe OX, Y est égal à 0, donc Z carré est égal à X carré. Comme Z est positif, donc Z est égal à X. Donc la droite Z est égal à X, c'est à peu près ça. Z égale à X. Pour Z fixé, si je fixe Z, ça c'est rien d'autre. L'ensemble des x, y, tel que Z au carré est égal à X carré plus Y carré, c'est un cercle. Donc, cette surface-là, c'est rien d'autre que la rotation, la surface générée par la rotation de la droite Z est égal à X autour de l'axe OZ. C'est donc une surface de rotation, de révolution autour de l'axe des Z. C'est la droite X est égal à Z pour Y égale à 0 qui tourne autour de l'axe OZ. Alors, d'après ce qu'on a dit sur la paramétrisation des surfaces de révolution, une paramétrisation, c'est GRT égale X, c'est R cos T, Y est égal à R sin T, et Z est égal à R. Donc, je rappelle, X de T ici, c'est R, et X de T est égal à Z de T. Et donc, alors ici, R, c'est le vecteur racine de x carré plus y carré. R, c'est Z, est égal, compris entre A et B, et T appartenant à 0 de pi. Le calcul, alors on va calculer le vecteur normal. Donc je dérive la dérivée de G je prends la dérivée de partielle de G par rapport à R, au point RT, c'est cos T sinus T1, et la dérivée partielle de G par rapport à T, de point RT, c'est moins R sin T, R cos T 0. Je prends le produit vectoriel de ces deux vecteurs, alors j'obtiens N de RT, R cos T, R sin T, R. Alors la norme de ce vecteur-là, donc l'aire de S, il est donné par l'intégrale sur S ds, c'est l'intégrale double sur D dA, et l'intégrale double sur la norme de ce vecteur-là, dr dt. D, je rappelle, D il est là. D c'est R, il est compris entre A et B, et T il est dans 0 de pi. Et donc, l'intégrale pour R,
entre A et B, et l'intégrale pour t de 0 à 2pi. La norme de ceci, c'est racine de 2 r carré dr dt, et ça c'est une intégrale facile à intégrer. Et donc ça donne racine de 2 pi b au carré moins 1 carré. Voilà. Pour l'air de cette partie de colle.